Très bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Anne-Béatrice Schlumberger, je suis vice-présidente de ce groupe professionnel énergie, infrastructure et mobilité, et également administratrice des alumni de Sciences Po. En leur nom, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à Jean-Louis Ball, Christine Le Biangraf et Christine Delamarre, que nous remercions chaleureusement pour leur intervention de ce soir. Je voulais remercier aussi Philippe Detour d'avoir rendu cet événement possible. Alors j'en profite pour vous signaler, pour inviter ceux d'entre eux qui sont adhérents à activer, si ce n'est pas encore fait, leur compte sur notre nouveau site et à aller vérifier la page du groupe pour prendre connaissance des prochains événements qu'on vous propose. Vous verrez, on essaiera de porter notre regard assez loin, à horizon, enfin, entre maintenant et 2030, avec deux sujets qu'on aura le plaisir d'évoquer avec vous. Le premier, c'est le devenir du réseau ferroviaire, puisqu'on recevra SNCF Réseau prochain, le 24. Et la conférence suivante portera sur le rôle de l'éolien dans la stratégie de transition énergétique de la France. Et ça sera le 8 décembre. Voilà, pour les deux prochaines sessions. Alors, je vous invite également, et peut-être que Philippe va le rappeler, à utiliser le chat Anne-Béatrice, on ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas s'il y a un problème avec aux ton micro. intervenants. On ne t'entend pas très bien, Anne-Béatrice. Si tu peux... Ça va là? Oui, là, c'est mieux, là, oui. On ne peut pas faire grand-chose. Si ça rame, peut-être essayez de couper votre vidéo pour le début. Oui. Non, la vidéo, pas le son. Pardon. Oui, pardon. Je suis désolée, est-ce que c'est mieux là? Beaucoup Parfait. mieux. Oui, beaucoup mieux, oui. Pardon, donc je ne sais pas à quel endroit je vous ai perdu. Au moment du chat, je crois. Tu nous parlais du chat. C'était juste pour vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions dès le début, à les consigner dans le chat et je les consoliderai et j'en ferai part à Philippe et aux intervenants à la fin de l'échange. Voilà, qu'on puisse les traiter. Merci pour votre attention et puis je passe la parole à Philippe. Parfait, merci beaucoup, Anne-Béatrice. Donc, bonjour à tous. Philippe Detour, je suis moi aussi vice-président de ce groupe de travail infrastructure, énergie, transport des alumni de Sciences Po, aux côtés d'Anne-Béatrice, et je suis aussi associé chez Demeter, qui est un investisseur dans le secteur de l'environnement et de la transition énergétique. D'ailleurs, je me permets juste un petit, avant de présenter nos invités, je suis moi-même partie prenante, si je puis dire, et impliqué dans ce sujet lié à cet amendement proposé par le gouvernement français. Donc, je vais essayer d'être le plus objectif possible sur le sujet. Mais voilà, sachez que je suis quelqu'un qui, de par mon activité, est impliqué et partie prenante. Donc, encore une fois, si jamais je me laissais emporter par mes convictions personnelles, ne m'en voulez pas trop. Très bien. Si vous me permettez, donc rapidement, je vais présenter nos intervenants, que je remercie encore d'être là. Donc, Christine Le Biangraf, je présente dans l'ordre d'intervention des uns et des autres. Donc, vous êtes aujourd'hui avocat dans le cabinet Depardieu, Broca, Maffei, plus spécifiquement en charge des secteurs liés au droit de l'énergie, si je ne me trompe pas, et au droit public économique. Vous êtes sinon membre du Conseil d'État, en tout cas vous étiez en activité jusqu'en 2003. Vous avez exercé plusieurs fonctions au sein de l'administration, directeur adjoint au directeur général de la fonction publique et de la réforme de l'État du Premier ministre, secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, directeur général de la Commission de régulation de l'énergie. Donc ça, évidemment, c'est aujourd'hui un sujet qui va nous intéresser
tout spécifiquement. Et je précise parce que je l'ai vu je crois que c'est assez récent, vous avez été élu Lawyer of the Year 2021 par Chambers International, qui est un organisme très reconnu sur ces sujets-là et sur les sujets droit de l'énergie. Et c'est pas Chambers, pardon, c'est Best Lawyers. Ensuite, nous avons Christine Delamarre. Vous êtes directeur général des sociétés Unifergie et Oxifip, qui sont donc les filiales dédiées au financement des projets des secteurs des énergies et des infrastructures publiques du groupe Crédit Agricole. Et donc, vous êtes très impliqué évidemment dans tous ces sujets de financement d'infrastructures et notamment d'infrastructures énergétiques. D'ailleurs, je crois que vous coordonnez aussi pour le Crédit Agricole la filière énergie au sein du groupe. Et puis Jean-Louis Bal, vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. Vous avez exercé de nombreuses activités aussi bien dans des sociétés d'efficacité énergétique, mais aussi au sein de l'ADEME. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière, je crois. Et vous êtes aussi administrateur de l'Union française de l'électricité et membre de nombreux conseils d'administration dans les secteurs liés à l'énergie, notamment membre du Conseil supérieur de l'énergie. Je ne les liste pas tous, mais vous êtes évidemment très, très impliqué et en première ligne sur ce sujet lié à l'amendement proposé par le gouvernement français. Donc, c'est en effet le sujet qui nous rassemble tous ce soir. D'ailleurs, on est vraiment au cœur de l'actualité. Pour ceux qui suivent un petit peu, il y a un jeu de ping-pong habituel entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui a commencé sur cet amendement législatif qui propose donc une révision rétroactive, et le mot est important, des tarifs photovoltaïques qui ont été proposés, qui avaient été votés, enfin plutôt mis en place avant l'année 2011, et donc qui crée beaucoup d'émoi dans la profession. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir un peu une discussion en 3 parties, avec d'abord Christine Le Biangrave qui va nous rappeler un peu le contexte juridique de cette révision tarifaire. Ensuite, Jean-Louis Bal nous parlera un peu plus de l'impact sur la filière photovoltaïque. Et puis, Christine Delamarre, évidemment, nous parlera de l'impact sur le secteur financier, puisque si un tel amendement devenait effectif, évidemment, il aura un impact non seulement sur les PME, les ETI du secteur, mais aussi sur les financeurs de ce secteur dont les banques sont en première ligne. Et puis, un peu tout le monde essaiera de voir quelles sont les évolutions possibles de ce texte réglementaire, quelles sont les parades éventuelles qui seraient envisagées si on souhaite en limiter l'impact. Donc, pour commencer, Christine, si vous pouvez nous aider un peu et nous expliquer le contexte juridique, nous rappeler un peu comment ces contrats sont structurés et qu'est-ce qui a amené l'État français à proposer une telle révision rétroactive des tarifs. Oui, merci beaucoup Philippe. Mais bonjour à tous et merci aux alumni de Sciences Po de nous permettre de faire régulièrement ces conférences qui sont au cœur de l'actualité. Alors, pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel juridique, je rappellerai simplement que le développement des énergies renouvelables et notamment de l'énergie solaire dont on va parler ce soir a été rendu possible en Europe par la mise en place de ce qu'on appelle en anglais des feed-in tarifs, c'est-à-dire des tarifs subventionnés. Et la particularité de ces tarifs subventionnés, c'est qu'ils fonctionnent sur un mode juridique très original qui est celui de l'obligation d'achat. C'est-à-dire que le fournisseur historique, en l'occurrence EDF, a l'obligation d'acheter la totalité de l'énergie produite par les producteurs d'énergie solaire et il doit l'acheter à un prix qui est fixé par un arrêté du ministre, lequel est pris après avis non conforme, mais après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce dispositif, évidemment, EDF joue un rôle totalement transparent puisque, évidemment, le coût payé pour acheter toute cette énergie photovoltaïque est remboursé par le contribuable, originellement sous la forme d'une CSPE, mais aujourd'hui sous la forme du budget de l'État. Donc, ces tarifs, ils ont connu un certain nombre de vicissitudes, puisqu'ils ont connu notamment un moratoire. Mais là, un moratoire,
c'est quelque chose qui dispose pour l'avenir. Et là, le gouvernement franchit une étape supplémentaire puisqu'il décide d'intervenir rétroactivement sur les tarifs, comme vous l'avez dit Philippe, antérieurs à 2011. Alors ça veut dire quoi? Attention aux mots que l'on emploie, intervenir rétroactivement, ça ne veut pas dire qu'il va demander aux producteurs de rembourser l'argent qu'ils ont évidemment perçu. Je le signale tout de suite pour pas qu'il y ait d'ambiguïté dans notre propos. Mais intervenir rétroactivement en matière de contrat, ça veut dire intervenir dans les contrats en cours. Intervenir dans les contrats en cours et pour quel motif? Donc, je pense que ce qui est intéressant pour nous, c'est de regarder l'exposé des motifs de l'amendement, parce que finalement, c'est dans l'exposé des motifs de l'amendement qu'on comprend quelles sont les motivations de l'État. Alors, l'État commence par dire que compte tenu de la baisse des coûts, évidemment, de la technologie solaire, les tarifs ne respectent plus le principe de rémunération raisonnable qui est contenu dans la loi de 2000, compte tenu effectivement de la garantie qu'offre l'obligation d'achat aux différents producteurs. Et que cette surrémunération, le terme évidemment est prononcé, a des conséquences dommageables selon l'État, qui l'évalue d'ailleurs à 2 milliards d'euros dans l'exposé des motifs, conséquences qui nuiraient, je parle au conditionnel, à l'efficience du financement public des énergies renouvelables. Donc, préserver d'une certaine manière pour l'avenir un montant financier qui sera dégagé par la réduction de ces tarifs, eh bien, permettrait à la fois de préserver les ressources publiques et de réorienter ce financement vers l'atteinte d'objectifs environnementaux pour le profit général, je dirais, de l'efficience du système. Christine, Donc, pardon, je oui. coupe deux secondes pour peut-être mettre en Allez-y. perspective aussi pour nos auditeurs. Et Oui. je donne les chiffres qui sont avancés par l'État Oui. sur les enjeux économiques. Je pense que l'État insiste sur le fait qu'il y a vraiment un déséquilibre, ou il y aurait un déséquilibre entre le fait que ce stock d'anciens contrats qu'il souhaite réviser représenterait moins de 1% de la production Oui. de l'électricité nationale, 5% de la production d'électricité renouvelable, Oui. mais concentrerait le tiers du soutien public aux énergies renouvelables, et donc avec le chiffre que vous avez mentionné de l'ordre de 2 milliards d'euros par an. Et ça encore pendant une dizaine d'années. Oui. Et donc, ils chiffrent ça en disant, voilà, tout ça nous coûterait 20 milliards d'euros si on laisse en l'état les tarifs tels qu'ils sont proposés. Donc, voilà, je suis sûr que Jean-Louis Val aura plein d'éléments Plein de choses à dire pour sur le utiliser ces sujet. chiffres. Et je pense que c'est important pour cadrer le débat de le mentionner. Absolument, vous avez raison. Donc l'argument de l'État, et effectivement, les chiffres que vous citez, ils sont très importants, puisque c'est dans l'exposé des motifs que l'État justifie l'intérêt général qui motive la renégociation, évidemment, et la réduction de ces tarifs, avec la remise en cause, évidemment, pour l'avenir, des revenus attendus par les producteurs de ces tarifs, qui constituent le modèle même du financement des infrastructures, puisqu'on parle d'infrastructures, donc on parle de mode de financement tout à fait particulier, où la rémunération, évidemment, de l'énergie produite sur une durée anticipée qui est une durée de 20 ans. Je rappelle que les contrats d'obligation d'achat avec EDF durent 20 ans, eh bien, constitue le modèle économique du financement de ces infrastructures. Alors, on a dit que c'était une manière de procéder un petit peu inédite. Et je voudrais expliquer ça peut-être en introduction, parce que c'est ça qui va conditionner ensuite la réflexion juridique que l'on peut avoir autour de cet amendement de l'État. C'est une réflexion, c'est une intervention juridique un petit peu inédite, mais pas totalement sui generis. Si on regarde ce qui s'est fait en Europe ces dernières années, on peut prendre deux exemples intéressants, l'Espagne notamment et l'Italie. L'Espagne a décidé
en 2014 de remettre en cause, après avoir mis un moratoire, enfin de mettre en cause sous la forme d'un moratoire les tarifs pour l'avenir, puis en 2015 de supprimer purement et simplement les tarifs, les feed-in tarifs, les tarifs subventionnés. Cette décision, elle a eu des conséquences sur lesquelles peut-être Jean-Louis Ball reviendra, mais assez dramatiques hein, sur le marché espagnol, avec pendant 5 ans un marché qui a été gelé, des faillites nombreuses et une dette cumulée du secteur bancaire qui est estimée à 22 milliards d'euros. En Italie, finalement, le deuxième pays à avoir emboîté le pas, le gouvernement a décidé en 2014 de réduire rétroactivement les tarifs, mais il a décidé de le compenser par une augmentation de la durée. Donc le modèle italien, enfin l'exemple italien, c'est pas un modèle, c'est un exemple. L'exemple italien, c'est l'exemple d'une contrepartie d'une réduction dans l'allongement du tarif qui est versé. Et on y reviendra, les producteurs italiens sont montrés assez agressifs, puisqu'ils ont contesté cette décision du gouvernement italien devant la Cour de justice de l'Union européenne, dont l'avocat général vient de rendre ses conclusions sur lesquelles on pourra revenir au moment où on parlera des contentieux. Alors, qu'est-ce qui est inédit en France? Pardon, Christine, je vous interromps encore. Oui. Sur les contentieux, il y a eu de nombreux contentieux, je sais, avec le gouvernement espagnol. Il y a les conclusions aujourd'hui, il y a parce que je crois qu'il y a des décisions qui ont été prises. Elles vont plutôt, il y a du pour, il y a du contre. C'est plutôt l'État espagnol qui gagne, ce sont plutôt les producteurs qui gagnent. Comment ça s'est passé? Alors, en Espagne, moi, je pense qu'il faut poser la question à Jean-Louis parce que moi, je n'ai pas trouvé de synthèse contentieuse sur le sujet. Je ne sais pas s'il y a eu des décisions de principe qui ont été prises. La seule chose qui me semblera éclairante, c'est le cas italien, puisque la CJUE devra rendre assez rapidement sa décision. Et tout l'enjeu pour nous sera de savoir si elle suivra les conclusions de son avocat général. Conclusions, je reviendrai sur ces conclusions, qui sont plutôt défavorables aux producteurs. Que ce soit sur l'intérêt général suffisant à remettre en cause ces tarifs, ou que ce soit sur la notion d'atteinte à un droit de créance ou une espérance légitime de se voir verser ces tarifs par les producteurs, ces deux arguments étant écartés, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, par l'avocat général, qui n'est pas systématiquement suivi par la CJUE, mais qui l'est quand même relativement souvent. Donc, le cas italien sera intéressant. Pour nous, ce qui est inédit en France, et c'est pourquoi je voulais insister sur le moment historique que nous sommes en train de vivre, c'est que nous avons connu le moratoire. Nous savons que l'État est capable de renégocier des contrats. Il l'a fait pour l'éolien offshore, mais il l'a fait pour des projets dans lesquels les contrats n'étaient pas signés. Donc là, ce qui est véritablement nouveau, c'est que sont mis en cause par une loi rétroactive les contrats en cours. Or, pour pouvoir mettre en cause des contrats en cours, on peut le faire à titre exceptionnel, mais il faut véritablement un motif d'intérêt général suffisant ou un motif d'ordre public qui justifie la remise en cause de contrats déjà conclus. Donc, tout le sujet juridique qui va se nouer dans les éventuels contentieux sur lesquels on reviendra, c'est la capacité de l'État, et on voit bien qu'il se prépare par cet exposé des motifs très fourni, à justifier l'intérêt général qui tiendrait aux économies budgétaires, à l'intérêt des consommateurs, à la nécessité de réorienter le financement du développement des ENR d'une manière, je dirais, plus équitable, c'est les termes qui sont utilisés par le gouvernement, de relancer la transition énergétique en répartissant différemment les efforts entre les différents acteurs. Voilà. Donc tout ça va être, je dirais, le cœur du débat contentieux qui pourra se nouer devant plusieurs juridictions sur lesquelles on pourra revenir par la suite. Ok, merci beaucoup Christine pour cet exposé, je pense, très clair et exhaustif. C'est un sujet éminemment juridique, donc on reviendra sûrement sur certains aspects juridiques.
Peut-être une dernière question là-dessus. Il me semble qu'il y a un argument qui a été avancé par l'État qui était un petit peu difficile à suivre, qui était de dire les gens qui ont investi dans ces contrats savaient que ces contrats n'avaient pas été validés par la Commission européenne et donc, comme ces contrats sont illégaux, vous avez pris votre risque, vous avez perdu, tant pis pour vous. Alors, sur le plan juridique, c'est une manière de raisonner qui est un petit peu déroutante, hein, pour un juriste comme moi. Si l'État savait que les contrats étaient illégaux, c'est donc que les arrêtés qu'il a pris l'étaient, donc il lui revenait de ne pas prendre d'actes réglementaires illégaux. Je crois que cet argument n'est pas très convaincant. Et d'ailleurs, quand on regarde les conclusions de l'avocat général, il se situe pas du tout sur ce terrain. Quand il regarde l'espérance légitime des producteurs, il se demande finalement si la créance que les producteurs pensaient légitimement déduire sur leur contrat était une créance certaine. Et si, en pensant qu'elle était certaine, ils se sont montrés prudents ou imprudents, hein, mais ils ne se situent pas du tout sur le terrain de la légalité. C'est l'État qui est le garant de la légalité. Ce n'est pas aux citoyens, me semble-t-il, hein, là je parle en tant que citoyenne, ce n'est pas aux citoyens de vérifier la légalité des contrats qui lui sont proposés par l'État. Ok, merci. Je propose qu'on donne la parole à Jean-Louis Bal, donc, qui peut nous donner un peu l'impact et nous détailler un peu comment la filière vit cette proposition d'amendement. Peut-être, Jean-Louis, pour commencer, en étant un peu plus spécifique sur qu'est-ce que cet amendement cible exactement, quel type d'installation, pourquoi, selon votre compréhension, il y a une discrimination qui est faite entre certains actifs et pas d'autres. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de répondre à la question, je vais faire quelques commentaires sur ce que vient d'exposer Christine. Les tarifs tels qu'ils avaient été établis en 2006 et en 2010 tenaient compte des coûts de l'époque qui étaient très élevés, et c'est pour ça que ces tarifs sont très élevés. Ils portaient sur 20 ans. Et en 2010, les coûts du photovoltaïque ont commencé à décliner très rapidement. Et c'est là qu'on revient sur la responsabilité écrasante de l'État. L'État n'a pas adapté les tarifs à la baisse des coûts du photovoltaïque, ce qui fait qu'il y a eu énormément de candidatures, enfin de files d'attente pour pouvoir réaliser des projets. Donc, il y a d'abord cette énorme responsabilité de l'État. Alors, ce n'était pas le même gouvernement qu'aujourd'hui, mais c'est quand même l'État. L'autre responsabilité, c'est ce manque d'adaptation qui font les fameux 2 milliards par an, qui ne correspondent qu'à moins de 1% de l'électricité consommée en France à partir de photovoltaïque. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité de l'État, c'est cette fameuse affaire de notification à la Commission européenne. Il faut rappeler qu'à l'époque, la doctrine de l'État, c'était de dire ces tarifs ne sont pas des aides d'État et il n'y a donc pas lieu de les notifier à la Commission européenne. Et les acteurs du photovoltaïque n'avaient pas de raison de remettre en cause la parole de l'État, qui prétendait qu'il ne s'agissait pas donc d'aide d'État. Alors, sujet d'ailleurs, pardon, je vous coupe, mais il y a eu le même sujet sur l'éolien, si je ne me trompe pas, à une époque, oui. et une inquiétude aussi sur la légalité des tarifs éoliens. Ah oui, alors les tarifs éoliens ont été aussi attaqués par les associations d'anti-éoliens
au motif que les tarifs n'avaient pas été notifiés à la Commission européenne. Ça, c'est exact. Et c'est à ce moment-là que l'État français s'est rendu compte qu'il devait notifier. Exactement. Et là, il y a eu un jugement qui était quand même très différent de ce qu'on connaît maintenant. C'est que ces tarifs ont été jugés illégaux, mais conformes au traité de Rome. Et donc, les acteurs de l'éolien n'ont pas dû rembourser les aides. Ils ont simplement dû prendre en charge les intérêts sur l'aide versée, ce qui était quand même relativement c'est facile à absorber. Donc, c'était quand même une situation différente. Et c'est depuis cet épisode que la France notifie ses tarifs, notifie ses appels d'offres. Donc, voilà un peu pour le contexte. Et ce que je voudrais dire aussi avant de répondre à la question initiale, c'est que cette remise en cause rétroactive des tarifs d'achat, ça fait 20 mois que l'État est en train de travailler sur ce sujet, avec une consigne très claire et très forte, ne pas avoir de concertation avec la filière professionnelle. Et quand j'entends filière professionnelle, ce n'est pas seulement les opérateurs de l'éolien, c'est aussi, et Christine Delabarre en parlera, c'est aussi donc toutes les institutions financières, c'est les fonds d'investissement. Donc personne n'était au courant, et on a découvert ce projet par un article dans les Échos vers la mi-septembre, et c'est à ce moment-là qu'on a demandé en urgence à la ministre de la Transition écologique d'avoir une concertation. Elle a réussi à nous décrocher 15 jours de concertation, mais qui est largement insuffisant pour aboutir vraiment à une solution qui pourrait satisfaire tout le monde. Finalement, on a eu 3 semaines, mais on n'a pas pu aboutir. Pendant ces 3 semaines, on a essayé d'expliquer à l'État, donc au ministère de la Transition écologique, à la DG Trésor, à la direction du budget, en quoi ce projet était totalement irréaliste. Et donc, vous me posiez la question de savoir qui ça impacte en premier. Dans ces exposés à l'Assemblée nationale, la ministre a prétendu que c'était essentiellement les grandes entreprises et qu'elles étaient bien au courant de l'illégalité européenne du tarif. C'est complètement faux. Les 2 tiers des projets, je parle en masse, en puissance installée, les 2 tiers des projets, c'est des PME, ETI et des agriculteurs. Et donc, la limite qui a été proposée, donc le seuil à partir duquel les contrats vont être remis en cause, c'est 250 kW de puissance unitaire. Et le calcul du gouvernement, il est purement politique là-dessus, c'est d'éviter de toucher aux 235 000 contrats qui concernent des particuliers et des agriculteurs. Mais ça pose quand même la question de la discrimination entre les différents producteurs, les petits et les gros. Pourquoi est-ce qu'on va faire payer uniquement les gros ? Quelle est la raison ? Il faut savoir quand même que sur les 2 milliards annuels de charges pour le service public de l'électricité, les 2 tiers concernent les installations de moins de 250 kW. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'attaque uniquement à ceux qui sont supposés être des grands énergéticiens, ce qui n'est pas vrai? Ouais, donc ça, je pense que c'est un élément vraiment important qui est… Et d'ailleurs, je crois que beaucoup d'acteurs et de producteurs de PME, d'ETI se sont regroupés dans une task force et puis de façon à essayer d'expliquer à l'État quelle était la conséquence pour eux. Et donc, comme vous le disiez, il y a vraiment un tissu assez dense de PME, d'ETI qui s'est constitué et de développeurs d'énergie renouvelable
qui aujourd'hui se trouvent menacés et sont inquiets sur leur capacité à continuer leur activité, voire même à continuer à exister tout simplement. Il faut voir comment est financée une opération d'électricité renouvelable, qu'il s'agisse d'éolien ou de solaire photovoltaïque. On y reviendra avec Christine Delamarre, hein, mais on constitue une société de projet pour chaque opération, avec un investissement en fonds propres par l'opérateur, éventuellement avec des fonds d'investissement, et puis derrière, il y a l'intervention des institutions bancaires. Le ratio fonds propres-emprunt, c'est de l'ordre de 15 à 20% de fonds propres et de 80 à 85% d'emprunts. Et donc, le secteur bancaire, on va y revenir, il est très impacté. Et il est fort possible que, suivant la façon dont la réforme sera imposée, que les sociétés de projet ne soient plus à même de rembourser la charge de la dette. Et à ce moment-là, il y aura des cessations de paiement. Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est la grande question. Ça, je pense que c'est vraiment un point important et si on peut peut-être passer un peu de temps là-dessus parce que, l'argument qui est avancé par cette task force, c'est de dire: «Mais attendez, on se trompe de cible» parce que, les gens qui aujourd'hui, vont être ciblés par, cet amendement ne sont pas les gens qui forcément, ont bénéficié de cet, effet d'aubaine un peu généré par ces tarifs. Les gens qui aujourd'hui sont propriétaires de ces actifs sont des gens qui ont racheté ces actifs aux développeurs initiaux et qui, comme vous le dites, ont empilé pas mal de dettes, pour faire face à ces, pour acheter ces actifs et donc la question, oui, c'est est-ce qu'on enfin, est-ce que vous confirmez cette idée comme quoi, la mesure aujourd'hui ne cible pas forcément les gens qui ont bénéficié de ces tarifs, initialement? Et c'est-à-dire que nous estimons qu'il y a à peu près sur les 850 opérations, qu'il y en a à peu près 80% qui ont fait l'objet de cessions d'actifs et donc que les gestionnaires de ces actifs d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont investi dans le développement et qui ont parfois réalisé donc un effet d'aubaine. Et effectivement, donc on se trompe complètement de cible. Il faut savoir que l'objectif que le gouvernement se donne de récupération de crédit, ça va entre 350 et 600 millions d'euros par an sur 10 ans, de l'ordre de 4 milliards. Il est clair que la filière professionnelle photovoltaïque, donc opérateur professionnel et secteur bancaire, ne pourra jamais rembourser 4 milliards sur 10 ans. C'est strictement impossible, c'est complètement irréaliste. Et ça, on a essayé de l'expliquer sans succès à nos interlocuteurs donc de l'administration, que ce soit de Bercy ou du ministère de la Transition écologique, et on s'est heurté à un mur. Et donc tout ça, ça pourrait avoir un impact direct sur les entreprises qui gèrent ces projets aujourd'hui et sur leurs sous-traitants. Ça sera un impact de 3 000 emplois à court terme. C'est très difficile à estimer aujourd'hui, mais en tout cas, c'est en plusieurs milliers d'emplois. Et puis, on verra ensuite quels impacts ça peut avoir sur les conditions de financement des projets, mais ça, je laisserai Christine en parler. Et après ça, quel impact ça va avoir sur les autres filières et sur les autres projets de la transition énergétique? Oui, parce que là, alors peut-être avant de revenir là-dessus, moi j'entends, enfin quand on lit aussi la presse sur ces sujets, on sent qu'il y a des personnes qui commencent à se manifester, des agriculteurs, toutes les ZNI, les zones non interconnectées, qui se sentent particulièrement visées en fait par ces amendements. C'est-à-dire que les zones non interconnectées ne sont pas particulièrement visées, mais elles sont dans le paquet. Comme les agriculteurs, il y a des agriculteurs qui ont réalisé à l'époque des
des investissements sur des installations de plusieurs mégawatts. Et ce n'est pas 5 ou 6, hein, c'est probablement quelques dizaines. Hein. Et donc, ça va avoir aussi un impact sur le monde agricole. Ça, c'est très clair. Et alors, avant de passer aux éléments financiers, est-ce que vous avez déjà, vous, une idée de cette insécurité, cette instabilité tarifaire, elle va avoir un coût finalement sur la production de l'énergie et sur le coût des énergies renouvelables. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà, vous, le syndicat ou la task force, commencé à mesurer? Oui, alors la task force et les deux organisations professionnelles du solaire, enfin de solaire ou des renouvelables, donc nous et Enerplan, pratiquement tous les membres de la task force sont des adhérents à l'un ou l'autre. Donc Ouais, il tout à fait, y a ouais. quand même une grande cohésion entre tout cela. Mais c'est vrai que nous, on a essayé d'évaluer quel serait l'impact sur le coût de la transition énergétique si les conditions de financement, mais Christine le détaillera, si les conditions de financement devaient évoluer en ratio fonds propres, emprunt, en niveau de taux d'intérêt, hein, qui est très lié à la perception du risque par les institutions financières. Et nous, l'évaluation qu'on en a faite, c'est que sur le seul domaine des renouvelables, ça allait coûter plus cher à l'État du fait que les coûts répercutés donc, dans les appels d'offres vont monter et il n'y aura pas d'économie budgétaire, ce sera un déficit parce que les surcoûts vont être supérieurs à ce que l'État espère de façon irréaliste récupérer par son opération. C'est ça, hein. Le raisonnement, c'est de dire, l'État continue à faire des appels d'offres pour lesquels il va, continuer à subventionner les énergies renouvelables, mais les coûts, de production de l'énergie, du fait de cette instabilité tarifaire et réglementaire, vont être, les réponses aux appels d'offres par les développeurs vont être à des prix supérieurs pour, faire face à ces risques Exactement. et donc à la fin, le coût de la fameuse PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, risque d'en être renchéri, de façon, non négligeable. Mais Parce plus qu'on va que intégrer le prix de supérieur ce risque. aux économies escomptées par l'État. Voilà, Et on ouais. se pose déjà d'ailleurs la question de savoir les projets qui sont sortis des derniers appels d'offres, dans quelles conditions vont-ils être financés? Est-ce que les prix demandés par les opérateurs Mmh. dans le cadre de ces appels d'offres, est-ce qu'ils seront à un niveau suffisant pour supporter les nouvelles conditions de financement? Très bien, merci beaucoup Jean-Louis, pour ces éclaircissements sur l'impact que ça va avoir sur la filière. Alors, je pense qu'en effet, dans la filière, il y a un acteur, il y a des acteurs, qui sont évidemment très importants, ce sont les banquiers et qui ont joué le jeu, on va dire, de la transition et qui l'ont financé, assez largement toutes ces dernières années. Christine, est-ce que, vous pouvez nous donner le point de vue des banquiers, et la façon dont vous mesurez-vous l'impact éventuel que ça peut avoir sur vous, mais aussi aujourd'hui, sur le stock actuel de l'encours actuel de crédit, mais aussi sur la façon dont vous allez regarder les projets à l'avenir? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Peut-être moi aussi faire un petit rappel. Le renouvelable en France, c'est l'accompagnement avant tout d'opérateurs PME indépendants, notamment sur le marché du solaire. Aujourd'hui, on peut dire en France, on est très fiers, et Jean-Louis, vous ne l'avez pas dit, mais moi, je trouve qu'en France, on peut se dire aujourd'hui qu'on a créé un tissu de PME et de PMI, notamment, bien sûr, dans le renouvelable globalement, mais notamment dans le solaire. Et ces PME aujourd'hui et PMI ont réussi aussi à se développer en France, voire à l'international. Donc, on a déjà une grande fierté, nous, en tant que banque, d'avoir accompagné ces entreprises. Et je rappelle que les grands énergéticiens, il y a 15 ans, ils n'étaient très peu sur ce marché-là et que c'est sur l'initiative d'un certain nombre, je dirais, d'entrepreneurs indépendants que finalement le renouvelable a connu cette croissance. Aujourd'hui, bien sûr, Total et Engie sont extrêmement volontaires dans le développement du renouvelable, mais je dois dire qu'un certain nombre de nos clients étaient là à l'origine
Effectivement, il y a eu un effet d'aubaine et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit antérieurement. Tout le monde a vu cet effet d'aubaine parce qu'il y a eu mauvaise régulation à un moment de l'État sur les tarifs. On est tous extrêmement étonnés de voir que seulement 10 ans après, pourquoi 10 ans après, on revient, alors que ça fait 10 ans que l'État français, quelque part, peut faire ce constat, et que ce constat, il l'a fait lui-même, puisqu'il a fait, il a fait un arrêt à un moment, il y a eu un moratoire photovoltaïque, on a arrêté ces tarifs. Donc l'État français avait vu qu'il avait commis une erreur, et il a lui-même arrêté le système. Mais simplement, des projets étaient quand même passés. Donc, cet élément-là, moi, mon premier étonnement, c'est de dire pourquoi en 2020, l'État argumente tout ce que Christine a expliqué. Ce n'est pas un argument récent. Et pourquoi il sort en 2020 ? Deuxième élément, il n'y a pas eu, à mon sens, d'évaluation des conséquences de cet amendement, puisque quand nous avons commencé avec Jean-Louis et tous les producteurs à parler aux différents ministères, aucune évaluation n'avait été faite des conséquences financières de ce que l'État avait décidé. Je rappelle qu'à l'origine, l'État nous expliquait qu'ils allaient réduire la durée des contrats. D'un contrat de 20 ans avec un tarif fixe, ils faisaient un contrat de 15 ans au même tarif. Donc, on a eu toute cette période, même si elle a été très courte, Jean-Louis, où ça nous a quand même permis d'expliquer à l'État français, dans les 3 administrations concernées, qu'effectivement, il n'y avait pas surrémunération, comme on l'a dit, parce que ces contrats-là, en fait, sont montés, ce qu'on appelle en financement de projet. Qu'est-ce que veut dire un financement de projet ? Nous finançons une société sans recours sur les actionnaires. Une fois que les actionnaires ont mis leurs fonds propres, c'est les revenus du projet qui servent la dette bancaire. Considérant que l'État français était d'une belle signature et d'une signature fiable, au fur et à mesure, les banques ont pris confiance dans la capacité en fait, de ces projets à rembourser les dettes. Et le constat qu'on a fait, c'est que effectivement, nos encours sont sains, notamment dans la filière photovoltaïque. Cette confiance sur ce marché du renouvelable se traduit en France aujourd'hui par des conditions particulièrement avantageuses pour les clients. Les taux d'intérêt sont très bas. Les investisseurs equity ou dette médianine demandent des TRI peu élevés parce qu'on se sent tous sécurisés par la visibilité et la fiabilité que nous avons sur des contrats de long terme. Tout ça fait qu'aujourd'hui, quelque part, nous sommes arrivés effectivement dans le photovoltaïque à un moment où on n'est peut-être pas encore complètement à parité réseau, mais Jean-Louis le dira, mais on est dans des conditions qui font que le photovoltaïque en France est devenu quelque chose d'extrêmement compétitif. Mais on ne peut pas faire ça en une fois. Il a fallu créer cette courbe d'expérience, avoir des investissements qui au départ avaient des conditions élevées, pour qu'au fur et à mesure, à la fois nos clients prennent de l'expertise et nous, en tant que banque, on prenne de la confiance dans tous ces projets. À titre personnel, quand il y a plus d'une dizaine d'années, les clients venaient me voir en disant on va faire du financement de projet sur des panneaux photovoltaïques, eh bien mes comités de crédit me disaient mais vous y croyez à ces panneaux photovoltaïques ? Il y a vraiment de l'électricité. Et on avait des doutes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'expérience. Et quand on y est tous allés il y a 10 ans, il y a un bout de risque qui a été partagé entre les clients, l'État qui fait effectivement l'effort de subventionner, mais c'est ensemble qu'on a créé cette filière. Et pour moi, aujourd'hui, eh ben, l'État met un coup de canif dans le contrat, alors qu'il demande aux banques d'accompagner la finance verte. Nous avons eu le Finance Climate Day il y a très peu de temps, où l'Europe, les fonds d'investissement, les banques, tout le monde a décliné l'envie d'accompagner la transition énergétique, qui est aujourd'hui bien sûr un sujet de société. Ce n'est pas un sujet uniquement pour nos producteurs de renouvelables, ce n'est pas qu'un sujet de business, c'est un sujet collectif. Donc, mon étonnement, effectivement, c'est qu'aujourd'hui,
mes financements de projet, donc comment ça se passe? On fait des modèles financiers, on évalue les revenus, notamment en lien, bien sûr, avec les gisements solaires, et on détermine ce qu'on appelle un service de la dette, c'est-à-dire un montant de dette que le projet peut payer sur une durée de 20 ans. Et ce montant de dette, il est dimensionné pour que le projet rembourse et qu'il y ait une petite latitude qu'on appelle une marge pour distribuer le dividende aux investisseurs et aussi une marge d'incertitude parce que le soleil et le vent, ce n'est pas complètement mathématique. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Si on lit maintenant l'amendement, on lit l'amendement en deux formats, puisqu'on n'a peut-être pas complètement commenté l'amendement qui nous est proposé. Première possibilité, et ça c'est le cas général, ce serait un tarif qui serait baissé. De combien? On ne sait pas, mais nous on a fait des petites évaluations. Toute baisse de tarif significative va mettre les sociétés de projet, du coup, dans l'incapacité de rembourser ces services de la dette. Pourquoi? Parce que les revenus, tout simplement, vont baisser. Si vous n'avez pas de revenus, votre cash flow diminue. Et si le cash flow n'est pas suffisant pour rembourser la dette, eh bien, ça s'appelle un cas de défaut. Pardon, Christine, je me permets d'insister, vous l'avez dit, mais je le répète parce que c'est important pour la compréhension de tout le monde. On est sur des financements de très longue durée, c'est-à-dire qu'on est sur des contrats de 20 ans. Et donc, ça veut dire qu'une évolution du coût de rachat d'électricité, ce n'est pas sur une année, c'est sur 20 ans. Et donc, évidemment, en cumulé sur 20 ans, ça fait des montants, enfin rapidement, ça commence à faire des montants assez substantiels. En fait, ce qu'on dit, c'est que tous les ans, le service de la dette, il est déterminé pour être payé. Et donc, effectivement, si en année 2021, mes revenus baissent de 10%, eh bien, automatiquement, mes cash flows baissent de 10%, en fait. Pourquoi? Parce que ces modèles ont des charges fixes et que la charge fixe principale, c'est celle de la banque. C'est le remboursement du projet. Donc, l'amendement ouvre une exception qui pourrait permettre à la fois de baisser le tarif et d'allonger la durée du contrat. Donc, Christine, on reprend un peu quand même le modèle italien évoqué en disant, effectivement, on peut accepter de rallonger les contrats, donc on dépasserait 20 ans. Et donc, maintenant, les hypothèses, c'est dire est-ce qu'il faut être à 23, 25 ou 27 ans suivant la baisse de tarifs, pour que finalement les clients ne soient pas en défaut, qu'ils puissent continuer à rembourser leurs dettes et que surtout, puisque vous allez me parler du futur, si les banques ont des pertes, je peux vous assurer qu'on va revenir à des structurations de financement qui sont forcément bien moindres et bien plus strictes que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Pourquoi? Je répète que l'État français a une très belle signature, que les projets techniquement y tournaient bien et que ça nous mettait en confiance et ça nous évitait en fait de faire des provisions. En ce moment, les banques, dès qu'on fait des provisions, eh bien, ça nous coûte très cher, ça coûte des fonds propres, etc. Donc, tout ça, et j'y reviendrai, font qu'aujourd'hui, ce que je comprends, moi, Jean-Louis, de notre négociation, c'est que l'État français a un peu aménagé la proposition d'amendement. Elle ne nous donne pas satisfaction, on est bien tous d'accord, mais je pense qu'ils ont entendu un certain nombre de sensibilités, puisque à la fois les producteurs et les banques ont explicité, ont donné des exemples qu'on allait un peu à la faillite avec la proposition de départ. Aujourd'hui, je ne sais pas encore mesurer si l'amendement est voté parce qu'on n'a pas encore le décret d'application qui définira le tarif, mais je comprends que l'État veut faire une négociation au cas par cas et essayer de tirer, je dirais, quelques enseignements. Et la limite qu'il nous met dans cette négociation, c'est de ne pas dépasser la subvention de départ, si j'interprète bien la rédaction qu'il y a aujourd'hui. Donc, on peut dire que la menace est très importante. On peut dire aujourd'hui que les banques sont
rouge, c'est-à-dire ça clignote rouge. On est tous obligés de faire des notes très, très longues et très compliquées pour expliquer ce qui se passe, parce que tout le monde est quand même très, très interrogatif. Et donc, l'État français, Christine, vous avez fait des commentaires, j'en ferai un complémentaire. L'État français dit, mais j'ai dialogué avec tout le monde. Et l'État français dit, je ne recommencerai pas. Pour nous rassurer, parce que l'État français a bien compris aujourd'hui qu'à partir du moment où il allait revenir de façon rétroactive, il pouvait se trouver bien sûr dans un élément de contentieux dont on parlera tout à l'heure, mais aussi se trouver devant des banques et des investisseurs. La grande menace, c'est, il semblerait qu'on ait eu un article dans le Financial Times, et donc là, c'est très mauvais pour l'État français, pour sa réputation, parce que ça veut dire que les places, enfin les financiers, la City va dire que l'État français ne tient pas ses engagements. Donc là, on sort du simple sujet des énergies renouvelables, hein, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, et que la capacité de l'État français d'attirer des investisseurs étrangers, de l'État et des collectivités, parce que je pense que ça peut aussi s'appliquer aux collectivités, ou des investisseurs tout court, et notamment des investisseurs étrangers, risque d'être abîmé par cet épisode. Oui, et l'État, je pense, commence à en prendre conscience. Et bien sûr, donc, vous savez, la finance verte, on nous dit drainer l'épargne vers les projets verts. Je donne l'exemple du groupe Crédit Agricole parce que j'en suis. J'ai des collègues qui avaient structuré des offres d'épargne avec du photovoltaïque, considérant que le photovoltaïque était un produit très stable parce qu'on a des gisements solaires qui sont assez stables d'une année sur l'autre. Eh bien, on a retiré cette offre du marché, considérant qu'elle devenait trop dangereuse pour nos épargnants. On n'a pas le droit de proposer des produits d'épargne qui ne soient pas sécurisés. Voilà, donc la conséquence maintenant, donc, soit on va être dans l'obligation de mettre en défaut nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais à l'extrême, s'il n'y a aucune possibilité de restructuration, eh bien, on va possiblement redevenir propriétaire de ces actifs, mais on n'en fera rien. Et surtout, on va engranger d'énormes pertes. Et vous pouvez chiffrer, alors c'est peut-être une question compliquée, mais est-ce que vous pouvez donner alors, le montant des provisions de l'industrie ou le montant d'exposition de l'industrie au risque? Est-ce que c'est des ordres de grandeur que vous pouvez donner? On a commencé à faire un petit tour des expositions. Je pense qu'on est entre 3 et 4 milliards. Et, ça c'est pour la dette bancaire, on est d'accord, hein? Oui. Et j'ai pas mis l'equity, j'ai pas mis les obligataires, etc. Je parle sous votre contrôle, en suivant votre raisonnement. Bon, là, il pourrait y avoir il y a un impact sur les banques. Et là-dedans, on met les banques publiques aussi? Oui. D'accord. Ouais. Donc, on avait fait un collectif de banques et on avait rassemblé les principaux acteurs concernés. Alors, on est encore un peu dans le trou parce c'est très compliqué de retrouver dans nos encours ceux qui font 150 et ceux qui ne font pas. Et moi, j'ai donné des instructions en disant on ne financera plus un projet avec ces tarifs, même si c'est du 100 kilos. Parce que le risque contentieux qu'on peut avoir derrière, puisque pour moi, aujourd'hui, il y a discrimination de l'État français. Il discrimine les projets, alors que le fait d'un tarif, on devrait appliquer ça à tous les contrats. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on n'ose pas le faire parce que le monde agricole, ça met du fumier devant les préfectures. Voilà. Donc nous, par précaution aujourd'hui, dans ce risque, sur le 100 kilos, on ne veut plus aller sur des projets qu'on nous demanderait de financer avec du 100 kilos parce qu'on considère que là, on a ce qu'on appelle un risque latent. Après, sur les perspectives de financement futur, je vous dirais juste qu'aujourd'hui, les fonds propres amenés dans les projets peuvent être extrêmement réduits, autour de 10%. La durée des financements a dépassé celle des contrats d'achat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on accepte de financer plus long qu'un contrat d'achat, c'est-à-dire de prendre ce qu'on appelle un petit risque de vente d'électricité au prix du marché, avec bien sûr des mécanismes qui diminuent dans le temps ce risque. Mais demain, si cet événement se produit, eh bien, on fera comme les Italiens, on prendra beaucoup plus de fonds propres, on mettra ce qu'on appelle des tails, c'est-à-dire qu'on demandera que le financement soit plus court que le contrat. Et là, on arrivera à ce qu'explique Jean-Louis, c'est-à-dire que nos clients, pour aller à l'appel d'offres, seront obligés de tenir compte de ces conditions. On majorera nos spreads de crédit pour couvrir en fait nos risques et nos provisions. Et là, l'État français paiera plus cher l'électricité. Et Christine, aujourd'hui, si un projet éolien vient devant votre comité de crédit, qu'est-ce qui se passe? Alors, tout ça est très, comment dire, est très nouveau. Donc, Ouais. on va très rapidement, en fait, se mettre dans une situation de se dire, finalement, aujourd'hui, on n'était pas dans est-ce qu'il y a un risque de remise en cause. Maintenant qu'il y a un risque, on va essayer de, comment vous dire, d'adapter en fait nos décisions de crédit à, je donne l'exemple de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un secteur que l'État français veut favoriser. Et donc, ça fait partie d'un des motifs qu'expliquait Christine pour justifier la réallocation. Sauf qu'aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas rentable. Je parle de l'hydrogène vert. Et donc, comme ce n'est pas rentable, l'État français a besoin de beaucoup le subventionner. Donc, est-ce que vous croyez que je vais pouvoir expliquer à mon comité de crédit qu'il y a une grosse subvention parce que c'est nouveau et c'est trop cher, et qu'en même temps, mon comité va me dire, est-ce que dans 10 ans, l'État français va revenir sur la subvention? Parce que dans 10 ans, on est tous d'accord pour dire que l'hydrogène sera un prix de marché. Donc, une vraie menace, vous dites, sur le financement de toutes les filières émergentes aujourd'hui, Oui. Ouais. dans le secteur de la transition écologique. Ouais. Christine le disait tout à l'heure, on n'a pas été gênés, nous, en tant que banque, de la renégociation sur la partie offshore, éolien offshore. Pourquoi? Parce que les contrats de financement n'étaient pas passés, parce que la construction n'était pas réalisée. Donc, à partir du moment où on a connu les nouveaux contrats, les sponsors sont venus nous voir et la dette a été montée et les investisseurs sont venus sur les nouvelles conditions. Et j'ai bien entendu que l'État français aujourd'hui s'orientait un peu comme l'État espagnol sur le pilotage du TRI investisseur. On peut le comprendre et je ne suis pas contre une bonne gestion de ces subventions par l'État, ce n'est pas un problème, mais il faut que dans l'équation, les banques aient l'équation de départ et qu'elles ne changent pas. Et que pour aussi, j'ai entendu des députés dire « mais on n'a qu'à changer tout le temps les tarifs ». Mais non, ce sont des infrastructures. Les équations doivent être connues dès le départ. Sinon, personne n'ira plus investir. Donc, ces menaces dans la PPE et dans la trajectoire que l'État français s'est donnée. Merci Christine pour ces perspectives sur le financement de la… Je suis désolée, hein, elles ne sont pas très réjouissantes, alors que toutes les banques, je peux vous dire, la mienne en particulier, on a tous pris des engagements pour développer la finance verte. Mais d'autant que, c'était un peu le sens de ma question tout à l'heure, il y a quand même aussi des banques qui sont des banques publiques, et donc, quelque part, c'est l'argent de l'État. Donc là, l'État se tire un peu une balle dans le pied aussi, quand même. On ne vous le fait pas dire. Les banques publiques, on négocie avec leurs actionnaires, on discute avec leurs actionnaires, mais elles ont eu du mal à convaincre leurs actionnaires. Alors, devant ce constat, maintenant, si on essaie de se projeter un peu et de voir quels sont les scénarios possibles, on voit qu'il y a un débat important dans la représentation nationale. Hein. Le Sénat a rejeté la proposition d'amendement, c'était hier, je crois, de l'Assemblée nationale, en soulevant, en soulignant un peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de concertation, qu'il n'y avait sûrement pas eu assez de réflexion sur le sujet, et aussi que revenir sur la signature de l'État était certainement quelque chose sur lequel il fallait bien réfléchir
avant de le faire, parce que ça avait des conséquences qui risquaient d'être non négligeables et au-delà même de la simple filière des énergies renouvelables. Alors, question maintenant un peu à vous trois. Quels sont les recours qui sont possibles, déjà d'un point de vue juridique, peut-être Christine? Est-ce qu'il y a des recours devant le Conseil d'État, devant le Conseil constitutionnel? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Je dirais que c'est une grosse partie de l'équation à laquelle l'État va devoir faire face, hein, parce qu'il est vraisemblable qu'il y aura des recours contentieux, eu égard à la diversité des situations qui vont effectivement naître de cette décision. Donc d'abord, dans la mesure où c'est une loi, avant qu'elle soit promulguée, on peut effectivement remettre en cause sa constitutionnalité, donc 60 députés, 60 sénateurs. L'atteinte à la liberté contractuelle sera, à mon sens, quand même l'argument principal, hein, c'est-à-dire le caractère de remise en cause rétroactive des contrats en cours, avec la nécessité pour le Conseil constitutionnel de se livrer à une appréciation d'espèce sur le fait de savoir si l'intérêt général qui est invoqué par l'État est suffisant pour que ce principe de liberté contractuelle soit méconnu, hein. Quand on regarde un peu la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et qui est assez alignée sur celle du Conseil d'État, je dois dire que c'est une jurisprudence qui est en général assez accommodante, hein, avec les pouvoirs publics, hein. Encore faut-il quand même, et je rebondis sur ce qu'a dit à raison tout à fait Christine, c'est encore faut-il que l'atteinte portée à la liberté contractuelle soit proportionnée, hein. Et il me semble que la grosse différence quand même entre ce que les Italiens et le gouvernement italien a fait et ce que le gouvernement français s'apprête à faire, c'est que dans le cas italien, la durée du contrat, elle était systématiquement rallongée. Moi, ce que je comprends de l'amendement, en tout cas dans sa rédaction actuelle, hein, qui peut aussi évoluer, il y aura sans doute des discussions entre le gouvernement et la représentation nationale. Dans le cas présent donc de l'amendement présenté par le gouvernement français, l'allongement potentiel de la durée du contrat est réservé au cas des producteurs les plus fragiles. C'est une sorte de clause de sauvegarde, je dirais, pour éviter les faillites. Mais ce n'est pas un allongement systématique des contrats. Donc, ça sera négocié au cas par cas, et sachant qu'on parle de 850 contrats éventuellement à renégocier. Exactement. Donc, est-ce que c'est réaliste de penser qu'effectivement, on va aller négocier au cas par cas 850 contrats? Deuxième sujet, c'est risqué de le faire au nom du principe d'égalité. Je crois que ce terme a été utilisé par Jean-Louis Bal. Ce qui est certain, c'est qu'on peut toujours justifier la méconnaissance du principe d'égalité par l'existence de situations différentes, mais penser qu'on pourra maintenir ce principe d'égalité si on a 850 situations différentes, je dirais que le risque contentieux devant les juridictions sera quand même assez élevé. Ensuite, on peut aussi contester, puisque l'amendement rappelle qu'il y aura un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie qui précisera les modalités qui vont encadrer ces négociations. Là aussi, ce décret en Conseil d'État, il pourra être contesté. Et à l'occasion de recours devant le Conseil d'État, on pourra contester par la voie de l'exception, comme on dit entre juristes, le caractère effectivement illégal du décret. On pourra soulever des éléments d'inconventionnalité, hein, du décret et aussi de la loi. Et ces éléments d'inconventionnalité, ils seront à évaluer au regard notamment de la décision que pourra prendre la CJUE dans le cas italien, hein. Et là encore, et je le répète, je pense qu'il y a une grande différence entre le cas italien et notre cas, qui est que la CJUE, elle jugera au cas d'espèce une réglementation d'espèce. Et si elle devait rejuger le cas français, elle prendra bien en compte l'existence ou non de contrepartie à la diminution des tarifs.
Donc, c'est les principaux contentieux, mais ensuite, les possibilités contentieuses ne seront pas terminées, puisque une fois que j'aurai renégocié mon contrat, eh bien, je garde encore la possibilité d'aller contester le résultat de cette négociation, c'est-à-dire ce nouveau contrat, devant les juridictions compétentes pour en connaître. Et donc, on peut craindre qu'il y ait comme cela, eh bien, toute une suite et toute une file de contentieux auxquels l'État aura du mal à faire face, de même qu'il aura du mal à faire face, c'est sans doute vraisemblable, à la renégociation d'un aussi grand nombre de contrats. Peut-être un mot pour dire ce qui va se passer maintenant Oui, au Sénat, parce que c'est la commission des finances du Sénat oui. qui a repoussé, qui a annulé l'amendement. Ça doit maintenant être passé en séance plénière, et probablement que la séance plénière du Sénat va également donc annuler l'amendement. Et il devrait y avoir ensuite la commission mixte paritaire, donc entre l'Assemblée nationale et le Sénat, commission mixte paritaire qui ne va pas se résumer à l'enjeu du photovoltaïque. Il y a un plan de relance, donc il y aura beaucoup de négociations entre sénateurs et députés, et malheureusement, le photovoltaïque n'est qu'un des petits enjeux. Donc notre crainte, c'est que la CMP, donc la commission mixte paritaire, échoue, auquel cas le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale. Si elle n'échoue pas, il pourra y avoir entre sénateurs et députés des aménagements, des sous-amendements, si vous voulez, de l'amendement, qui iront dans le sens, enfin qui devraient aller dans le sens de ce que décrivait Christine avec Delamarre, avec allongement de la durée des contrats, mais avec diminution des tarifs, mais tout ça sera effectivement à régler dans le cadre des décrets d'application. Et donc, c'est-à-dire qu'on est parti quand même pour une période d'instabilité sur ces sujets qui n'est pas prête de s'achever, si je comprends bien. Ça va durer un certain temps. Ouais. Et alors, je vois qu'il y a une question d'un auditeur au sujet des investissements industriels. Avec la PPE, où on avait une visibilité sur le développement du photovoltaïque sur une dizaine d'années, on a actuellement des perspectives d'investissement industriel, mais de grand niveau. Il y en a un qui vient d'être rendu public avec le possible investissement de REC Solar sur la technologie développée par le CEA sur l'hétérojonction, qui est une très grande performance, parmi les meilleurs dans le monde. C'est un investissement de plus de 600 millions d'euros. Il est aujourd'hui en discussion donc, dans le débat public, mais est-ce que cet investisseur, dans lequel il y a des banques publiques aussi, la BPI fait partie des financeurs, est-ce que cet investissement va se réaliser dans les conditions actuelles? Il y a d'autres projets industriels qui sont donc sur le point d'être développés, qui sont très avancés, mais est-ce qu'ils ne vont pas être remis en cause par ce contexte? Ça, c'est vraiment aussi une question très grave. Au moment où on parle avec le plan de relance de relocalisation, de réindustrialisation, on avait une occasion en or de relancer une industrie du photovoltaïque dont nous avons été pionniers il y a 30 ans. Non, merci. En fait, c'est une question intéressante. D'ailleurs, merci Jean-Louis de nous rappeler qu'il y a quelques questions dans le chat. Anne-Béatrice, tu veux peut-être en reprendre une ou deux, parce que je vois que le temps passe et qu'il faut qu'on réponde à ces questions. Alors, il y avait pas mal de questions, Philippe, plutôt politiques et juridiques. Une partie des réponses, enfin, il y a une partie des questions qui ont trouvé des réponses.
Il y avait notamment les marges de manœuvre en matière de consultation. Est-ce que effectivement il y aurait des efforts de consultation à ce stade et quelles sont les marges de manœuvre par rapport à la rédaction du décret? Il y avait des questions sur ce qui se passait dans le cadre des recours, et notamment on parle du poids du principe d'intangibilité des contrats dans le cadre d'un recours plus haut. Et puis, la question, est-ce que ça pourrait faire jurisprudence? Mais ça, Christine Delamarre l'a un peu évoqué tout à l'heure en parlant de l'hydrogène. Ou est-ce que l'État pourrait appliquer le même raisonnement, voire même au-delà pour d'autres tarifs? Voilà. Et puis, il y a deux questions plus ponctuelles financières sur quel niveau de baisse des tarifs le DSCR prévu sur ces projets permettrait-il d'absorber? Et puis, d'autre part, en moyenne, précisément, quelle part du capital investi a déjà été amorti? Ça, c'est plutôt une question qui porte sur le risque réel pour les banques et les investisseurs et pas seulement futur pour les prochains ou les futurs investissements. Voilà, Christine Delamarre, merci Anne-Béatrice. Vous voulez répondre à ces questions financières? Oui, oui, volontiers. Quel capital a déjà été amorti? En fait, comme on vous a expliqué tout à l'heure, il y a un niveau de capital qui n'est pas très élevé. Le capital que j'appelle dur, en général, est très, très réduit. Et donc, le capital se fait plutôt sous forme de comptes courants. Et donc, ces comptes courants, ils se remboursent au fur et à mesure de la durée de vie du contrat, parce que les banques permettent ce qu'on appelle des distributions de dividendes, c'est-à-dire que la trésorerie de la société projet, résultant en fait de l'écart entre le cash flow et le service de la dette net de toute taxe, permet de distribuer des dividendes ou de rembourser ses comptes courants. Donc, il y a un remboursement qui est proportionnel si le projet se déroule bien à la dette. Après, certaines dettes sont aussi plus complexes que ça, et ça, Philippe, vous pourrez aussi l'expliquer. Donc, aujourd'hui, l'exposition des banques, elle est très simple. C'est que nous, on a déterminé ce qu'on appelle un amortissement de la dette bancaire, et donc notre capital restant dû le jour où le contrat sera réaménagé, s'il l'est, eh bien, ce capital restant dû devra trouver à être remboursé sur la durée résiduelle du contrat ou sur la durée rallongée. Alors, il y a une question qui est dit, mais le DSCR, c'est quoi votre DSCR et c'est quoi la sécurité, c'est quoi la capacité d'absorber la baisse de tarifs? Donc, le DSCR, en général, il est… Vous pouvez préciser ce que ça veut dire DSCR, parce que je pense que c'est pas… c'est Debt Service Cover Ratio, c'est-à-dire c'est la couverture du service de la dette. Donc, c'est le rapport entre le cash flow et la dette, capital, bien sûr. Et donc, ce ratio, on le dimensionne pour qu'il fasse en général 115, c'est-à-dire qu'il y ait une souplesse de 15% de cash flow qui servent en fait aux aléas du projet et qui servent aussi aux dividendes des investisseurs. Donc, la sensibilité de ces tarifs, 1 euro de tarif en moins, c'est 1 euro de cash flow en moins. Je vais faire simple. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, tout est en charge fixe. Et à partir du moment où votre centrale, elle produit de la même façon, votre maintenance est au même niveau, le service de la dette est au même niveau. Par contre, votre revenu, s'il baisse d'1 euro, ça veut dire que le cash flow baisse d'1 euro. Et donc, pour répondre à votre question, c'est très sensible. C'est-à-dire que s'il y a du -5, -10% de baisse de tarifs, ça atteint vite ce qu'on appelle l'empêchement de distribution des dividendes, et 2, ce qu'on appelle le cas de défaut, qui est un cas qu'on met à 105. C'est-à-dire on considère que quand il n'y a plus que 5% de cash flow pour servir les aléas, là, on dit au client normalement qu'il est dans un cas de défaut parce qu'on n'a pas assez de marge de sécurité. Il y a peut-être aussi un autre élément dont on peut parler, qui est encore une fois, ce sont des actifs qui sont transmis et qui se vendent de temps en temps et qui se refinancent. Oui. Et donc, si vous avez quelqu'un qui a eu la mauvaise idée de racheter ce genre d'actifs
il y a quelques semaines et qu'il a remis en place une belle dette bien longue, bien chargée sur ce projet, il ne va avoir que ses yeux pour pleurer, la banque aussi d'ailleurs. Et donc là, évidemment, et il faut souligner le fait qu'il y a eu quand même beaucoup de refinancement de projets ces dernières années, avec donc des montants de dette assez importants qui ont été mis en place sur ces projets. Donc, il y a certaines personnes qui, les premiers acteurs, ont pu en effet sortir et vendre ces actifs, mais ceux qui ont profité de cet effet d'aubaine, comme on disait tout à l'heure, beaucoup d'entre eux, je crois que vous nous annonciez, Jean-Louis, un chiffre de l'ordre de 80%, ne sont plus là aujourd'hui. Et ne sont donc pas menacés par cette mesure. Il faut juste peut-être expliquer pourquoi il y a eu rachat d'actifs et regroupement d'actifs, parce que plus vous industrialisez en fait votre gestion d'actifs dans des portefeuilles, plus en fait vous pouvez optimiser votre financement, votre maintenance, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce qu'on appelle un phénomène un petit peu de concentration des investisseurs qui étaient venus mais qui n'avaient pas d'attache en France, ont vendu des portefeuilles, etc. etc. Donc, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas sur rémunération, comme le prétend le gouvernement, parce qu'en fait, il n'y a pas de sur-TRI investisseurs. Ceux qui ont acheté les actifs très chers aujourd'hui, eh ben, ils n'ont que ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire une dette, bien sûr, lourde, et une distribution possible autour de 15% de cash flow. Donc, pour eux, il n'y a pas surrémunération parce que l'entrée, ils ont payé aussi très cher les actifs en question parce qu'on paye des actifs, et ça, Philippe, c'est son métier de tous les jours, sur les futurs. Quand on fait une acquisition, un business model avec la vanne des cash flows qui donne le TRI investisseur. Et alors après, si je veux complexifier encore les choses, on peut aussi poser la question qui est un investisseur, il va faire tout un travail quand il est propriétaire d'un actif, il va renégocier les contrats d'exploitation, il va éventuellement changer la structure juridique qui permet d'optimiser les cash flows, il va renégocier la banque avec la dette parce qu'il arrive à renégocier. Tous ces éléments-là, est-ce qu'ils vont donc contribuer à améliorer sa performance d'investisseur? Tous ces éléments-là n'ont absolument rien à voir avec le niveau de tarif. Donc, comment est-ce que l'État va-t-il dissocier les revenus qu'il estime irraisonnables liés au tarif versus une bonne gestion opérationnelle, une création de valeur sur la gestion opérationnelle des actifs, une bonne gestion de la dette et de la trésorerie. Donc, je me permets juste ce témoignage qui, je pense, est important et qui va rendre l'analyse de l'État extrêmement compliquée. Oui, oui, on a une profession par la courbe d'expérience qui a pu améliorer ses conditions d'exploitation, de maintenance. Les dettes bancaires se sont détendues par rapport au démarrage. Au démarrage, on disait on ne sait pas bien quel rendement ont ces actifs. Et quand on a pris confiance, on a allongé la durée des financements. Les taux d'intérêt, j'ai oublié de le dire, on est quand même dans une période des taux d'intérêt extrêmement bas. Ça n'a jamais été aussi bas. Donc, pour l'État français, c'est aussi une aubaine parce que le prix de l'électricité vendue est quand même dépendant d'une dette qui absorbe à peu près 80% des cash flows. Donc, vous imaginez bien que quand le taux d'intérêt monte, eh bien, dans le prix d'électricité, il y a quelques centimes qui grimpent. Je vois une autre question pour vous, Christine. Qui est sur est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, les banques vont réfléchir à 2 fois avant d'aller financer la transition énergétique auprès des particuliers? Non, mais mes propos n'étaient pas sur les particuliers. Quand j'ai parlé des particuliers, ce que je voulais juste dire, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'épargne de particuliers. Et la question de l'épargne des particuliers, c'est comment on réoriente l'épargne des particuliers vers la finance verte. Alors, on a le crowdfunding qui est une technique bien développée dans le renouvelable et qui a été favorisée par les appels d'offres. Mais nos gestionnaires d'actifs, nos asset managers, imaginent aussi faire des produits, j'appelle grand public, qui permettraient de faire des placements, mais dérisqués, bien sûr,
à base de photovoltaïque. Maintenant, je vois des questions sur le particulier, l'autoconsommation, etc. Si on finance les particuliers, on va les financer sur leur solvabilité propre. Donc, tout ce dont on parle aura peu d'importance pour le particulier. L'autoconsommation n'en aura pas du tout, puisque vous consommez de l'électricité, vous produisez. Là, on parle quand même d'électricité injectée sur le réseau et suivant un feed-in tarif, donc avec un contrat avec EDF. Donc non, les banques ne vont pas se retirer quand même du marché du renouvelable à proprement parler. On a tous envie de faire des particuliers qu'ils fassent des économies d'énergie, qui rénovent leurs bâtiments, on fait des éco-PTZ, etc., etc. Donc, on a aussi tout un dispositif pour les particuliers. Là, notre sujet d'aujourd'hui sont le sujet des entreprises et du financement de projets, en fait. Et si vous avez un projet à financer aujourd'hui, est-ce que vous allez arriver à faire même un arbitrage en disant si je continue à souhaiter financer des projets d'énergie renouvelable, je vais peut-être regarder plus dans d'autres géographies que la France? Alors, je le fais, je le fais, mais pas sur ce critère-là. C'est-à-dire que nous étions en Espagne il y a quelques années. Nous avions donc monté un certain nombre de projets. Et bien sûr, comme toutes les banques, nous sommes sauvés de l'Espagne. Et donc, aujourd'hui, on se dit que ce marché est à nouveau, on peut à nouveau regarder ce marché-là, ainsi que l'Italie et le Portugal. Donc, notre envie, nous, c'est d'accompagner nos clients qui se développent en Europe. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des accompagnements de clients en Italie et en Espagne. Et on espère pouvoir développer ces activités. Pour autant, je dirais, cette menace d'instabilité réglementaire du renouvelable, depuis que j'y travaille, c'est quand même la base de nos anxiétés. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'éolien, le CR16, il y a 18 mois, 2 ans, à mon retour de vacances, ça m'a fait chaud et froid parce que je me suis demandé si on n'allait pas perdre ce tarif-là. Donc, on a quand même, dans l'incertitude réglementaire du renouvelable, je ne sais pas si la France est championne du monde, mais c'est une attention du quotidien que de savoir ce que décide le gouvernement. On n'a pas parlé de méthanisation, mais ça change à peu près tous les 6 mois. Même dans des secteurs compliqués. Donc, je dirais que cet épisode-là, je le vis à titre personnel comme un… Alors, il est grave, hein, mais c'est un peu récurrent quand même. Je ne sais pas si Jean-Louis a le même point de vue que moi, ou Christine, mais c'est quand même un peu récurrent du secteur. Jean-Louis, Christine, vous voulez réagir? Vas-y, Christine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut dire effectivement que c'est un secteur qui a été marqué par une grande instabilité réglementaire et aussi parce que je pense cette instabilité réglementaire, elle reflète aussi la maturation de chacune des filières. Enfin, je pense que Jean-Louis s'accordera avec moi pour dire que la courbe de diminution des coûts dans le solaire, on ne l'avait pas totalement anticipé. Hein. Les coûts ont diminué beaucoup plus vite que ce qui était anticipable. Les prix de l'éolien offshore, au moment où on a rédigé les premiers cahiers des charges des appels d'offres avec la ministre, en tout cas, je souviens du premier auquel j'avais contribué. Donc, on conduit à sélectionner des candidats sur des prix qui aujourd'hui, évidemment, ne sont pas du tout ceux que le producteur propose ou les nouveaux producteurs se présentant sur ces appels d'offres sont susceptibles de proposer. Donc, le droit arrive un peu toujours trop tard par rapport à la vitesse, je dirais, d'évolution de la réalité. Il faut quand même se poser la question de ce fait, de sa capacité effectivement à s'adapter. Et je crois que Jean-Louis l'a dit dans son intervention précédente. On peut imaginer que des tarifs soient modulés, on peut imaginer des tarifs avec des
avec des clauses de sauvegarde. On peut imaginer des contracts for difference, comme on les connaît. Il y a de multiples outils juridiques qui pourraient être mis en place pour prendre en compte cette évolution rapide des coûts et cette évolution rapide de la maturité des technologies. Voilà, donc je pense aussi que les spécificités de ce secteur n'encouragent pas, ou en tout cas ne favorisent pas, la grande stabilité réglementaire dont il aurait par ailleurs besoin. Jean-Louis, est-ce que vous voulez donner le mot de la fin? Parce que je crois qu'il faut qu'on conclue. Je crois qu'effectivement, donc, cette disposition du gouvernement, c'est un frein sérieux donc, à la transition énergétique qui peut aller jusqu'à remettre en cause les atteintes des objectifs de la loi de transition énergétique et de la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie. On va voir comment va évoluer cet amendement de l'État, comment derrière les décrets et la profession, elle va se battre jusqu'au bout. Hein, elle utilisera les moyens juridiques qui sont à sa disposition, mais il y aura de toute façon des dégâts. Jusqu'à quel niveau, on ne le sait pas. Mais ça va nous prendre beaucoup d'énergie et on aurait préféré consacrer cette énergie à atteindre les fameux objectifs de la PPE. Mais moi, pour les raisons qui ont été soulignées là, de décroissance des coûts, je suis convaincu que le développement des renouvelables, il est inéluctable. Et c'est l'avis aussi du grand patron de l'Agence internationale de l'énergie, hein, qui a encore déclaré très récemment que le solaire, pour ne parler que de lui, que le solaire était le roi de l'électricité. Hein, je pense que ça, c'est une vérité au plan mondial et ça le restera au niveau français. Et donc, la profession, elle va continuer à se battre et je ne sais pas si on réussira à atteindre les objectifs de la PPE, mais en tout cas, on va reprendre la progression des renouvelables, qu'il s'agisse de l'éolien en mer, de l'éolien terrestre, du solaire photovoltaïque, du biométhane, etc., enfin de toutes les énergies renouvelables. Moi, je déplore, encore une fois, ce coup de frein que l'État est en train de nous donner à un moment où le chef de l'État n'arrête pas de parler de relance verte. C'est vraiment très, très contradictoire, mais on ne baisse pas les bras. Hein. Affaire à suivre, donc. Je pense que c'est ce qu'on peut conclure. Le feuilleton n'est pas fini, ou la série n'est pas finie. En tout cas, je crois qu'il me reste tous à vous remercier pour cet échange très intéressant sur un sujet qui est vraiment d'actualité et qui va continuer à évoluer. Encore merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci Anne-Béatrice, merci à Sciences Po Alumni d'avoir permis d'organiser cet événement. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir à tous.